Donc vous avez travaillé également chez DC et chez Marvel. Plus chez DC, un petit peu chez Marvel en fait plus rapidement. Oui, alors apparemment ici je vois Batman chez DC et alors Marvel sur les Thunderbolts. C'est vrai. Un numéro, je crois que c'est 69, quelque chose comme ça. Purée, on ne peut rien vous cacher, mais c'est terrible. Non, mais quand je préparais l'émission, j'ai été voir un peu votre biographie et c'est parti comics. On raconte pas n'importe quoi sur la net, c'est bon, ça me rassure. C'est rassurant déjà. Déjà. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de cette période-là? Oui. C'était une période intéressante. Ça apprend plein de choses. C'était un rêve de gosse. En fait, je voulais faire du comics déjà depuis tout le monde. Et moi, j'ai commencé à envoyer des samples en faisant mes études, en bossant, de façon très, très classique, si j'arrive à exprimer correctement. Et ça a pris vraiment des années. À un moment, un éditeur a dit OK, on essaye. Et la personne a proposé un projet. Et donc, j'ai dit ouais, cool, bon coup. Et en bossant, sur le fait de travailler, c'est vraiment génial, mais on se rend compte qu'il y a des gens derrière et ça se passe pas forcément de la façon dont on l'imagine. Il y a des choses, il y a de la politique, il y a du business, et c'est pas forcément des choses auxquelles on peut penser quand on est juste simple fan, entre guillemets, quand on aime ça, on a juste envie de dessiner. Donc on apprend. Et j'ai pas forcément appris ça de façon très simple, très harmonieuse. Je sais pas s'il y a une façon harmonieuse de l'apprendre, mais on l'apprend de toute façon. Donc après, petit à petit, on gère, on a un carnet d'adresses, on a un réseau et on travaille avec le réseau qu'on a. On apprend les us et coutumes du métier en fait. Il n'y a pas que le fait de dessiner. Il n'y a pas que le fun, le fait de s'installer à la table, de prendre un crayon, de raconter des histoires, de dessiner, tous les trucs. Il y a gérer les gens qui sont derrière les éditeurs. C'est pas insurmontable, c'est pas infaisable, il y a des choses à savoir, il y a un comportement du professionnel à avoir, c'est ce qui est tout à fait aussi légitime. Il y a une façon des choses à faire, des choses à éviter, comme dans n'importe quel métier. C'était cool, il y a des bons souvenirs, il y en a des un petit peu moins bons. Plus dur. Ouais, plus dur, oui et non, tout est relatif. Ce qui s'est passé, c'est que je ne faisais que crayonner, c'est la façon dont je voulais le faire. Donc, j'ai travaillé avec des encreurs par la suite. On donne les pages originales, l'éditeur donne les pages originales. Si l'éditeur est un petit peu ouvert, s'il y a moyen de communiquer avec la personne, on peut suggérer telle ou telle personne, tel ou tel encreur avec qui on aimerait bien travailler. Et si l'éditeur est OK, si l'encreur est OK, ça se passait vraiment génialement avec Dan Dream pendant quelques temps, c'était vraiment un rêve de gosse. Et par la suite, l'éditeur voulait changer d'encreur, ce qui est compréhensible aussi, c'est légitime là encore, si ce n'est que ça s'est un petit peu moins bien passé et l'encreur n'était pas forcément très carré, très pile-poil, et ça retombe autant sur l'encreur que sur moi-même, que sur le dessinateur. Ils font pas forcément le ménage, et comme je suis jamais allé là-bas, je ne pouvais pas leur taper dans le dos, je les connaissais pas, je les connais toujours pas de façon personnelle. Et donc ils y sont pas allés par le dos qui est. Pendant un temps, ça se passe vraiment génialement, on essaye d'être aussi carré que possible, aussi pro que possible. On répond aux mails, on essaye de respecter les délais. Et à un moment, vous vous rendez compte qu'après la débâcle, ce qui s'est passé avec cet encreur en question, tous les contacts que vous aviez à ce moment-là, plus rien, nada. On envoie des mails, on essaie de passer des coups de fil, mais tout à coup, il n'y a plus personne. Donc c'est très dur, là encore, je sais pas, mais c'est frustrant, c'est tristoun, c'est frustrant quand c'est votre rêve de gosse, quand vous avez vraiment passé du temps à essayer de taper aux portes, d'avoir ce genre de job. Et ça c'est revenu comme un boomerang, je dirais. Mais c'est intéressant, on apprend comment ça marche, on apprend comment ça se passe, les choses à éviter là encore. Des souvenirs mitigés. Chez Marvel et DC, quelque part, on impose les pairs scénaristes. Oui, ouais. Est-ce que chez Glénat, c'était pareil? Non, mais chez Glénat, comme dans le Front belge, on a la charge de l'ensemble, on fait les crayonnés, on fait l'ancrage, donc la question ne se pose pas. En fait, si je dis pas de bêtises, Christophe Beck m'a proposé le scénario de l'enquesteur, je crois même par Facebook, dans un premier temps. J'ai dit, genre si ça m'intéresse, de façon très classique, et puis ouais, ça serait génial. J'ai fait une page d'essai, la page d'essai, on en fait raisonnablement souvent, des pitchs, on vous propose des choses, on fait des pages, et après ça marche pas, vous oubliez un petit peu, on a tendance à zapper. Je fais la page, j'oublie un petit peu, ça prend peut-être un peu de temps, je ne me rends pas forcément compte, le temps que ce soit vu par l'éditeur, j'imagine, par tout le monde, par tous les gens concernés. Et à un moment, on reçoit un mail comme quoi, ouais, c'est cool, c'est approuvé, c'est what. Et c'est parti comme ça, quoi. Ça s'est vraiment bien passé. Il
y avait un confort de travail que je ne connaissais pas forcément, un confort dans une communication aussi, surtout que je ne connaissais pas forcément auparavant. Il y a un échange, alors j'imagine que ça dépend des gens, ça dépend de l'ouverture ou du temps en fait, qu'un éditeur, un scénariste, un éditeur peut avoir. Là c'était vraiment, c'est plaisant quand vous envoyez un mail, qu'on vous répond, qu'il y a une communication qui se fait, c'est vraiment génial et j'adore travailler, là maintenant je continue à travailler avec Philippe Horry qui est l'éditeur et j'adore, j'ai vraiment pas les mots pour dire à quel point j'adore ça, ce mec est adorable, c'est pas tant de travailler avec tel type de personne, mais ça donne un confort de travail, en fait, ça vous rassure quelque part. Vous voyez qu'il y a, voilà, vous pouvez avoir confiance en telle ou telle personne, vous avez des retours. Ça rend le travail encore plus agréable. Vous décidez tranquillement quand vous faites votre boulot, vous n'avez pas à vous soucier de tel ou tel truc, ou est-ce que la personne va répondre. Chez DC, je pouvais demander une référence toute bête sur une Batmobile, je crois qu'ils avaient, changé un modèle ou quelque chose, donc quelque chose que je ne pouvais pas récupérer sur internet par exemple, donc je demande une référence sur la page que je devais faire, j'imagine aujourd'hui ou demain, rapidement, et j'ai eu la référence, mais genre quelques jours après, pour une semaine après, donc est-ce qu'il fallait pas le dire, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, il n'y a pas de communication, une communication difficile, donc quand vous avez quelqu'un, quand vous avez un éditeur avec qui vous pouvez échanger, tout simplement, comme pour tout le monde, ça change. Vous travaillez vraiment tranquillement, vous avez envie de faire. Vous pouvez plus se focaliser sur votre travail et essayer de faire le meilleur boulot possible. Donc c'est très très agréable. Si Phil veut me garder, pour moi c'est vraiment cool. Je le remercie, c'est rien. Donc on notera que c'est fortement différent, effectivement, la façon de faire de Gema, des gros éditeurs de comics américains. Ouais, ça je pense. Ça dépend des gens avec lesquels vous travaillez. Je pense aussi je suis jamais allé là-bas, aux États-Unis, je connais pas forcément les gens, que de nom. Si on connaît les gens avec Phil, on peut déjeuner, on peut se voir de temps en temps, pas forcément tous les jours non plus, mais il y a un contact, on se connaît, avec des guillemets. On se voit, ça change beaucoup de choses, c'est peut-être bête à dire, mais ça change beaucoup de choses. Tout à coup, vous n'êtes plus un nom, un anonyme, vous n'avez pas vu la personne, tiens, c'est ce mec-là, ou le mec qui est sympathique, on a mangé ensemble, il y a un contact qui se fait, donc ça change tout. Après, je sais pas comment les autres, tous les cas de figure, j'imagine, sont possibles. S'il y a des gens qui veulent bosser dans leur coin et pas forcément pas voir les éditeurs, ou le moins ils en entendent. Moi, j'aime bien, j'adore le travail en équipe, et comme on voit pas les gens, on travaille chez soi, on voit ni scénariste, ni coloriste, j'ai tendance à être un petit peu expansif, je sais pas si c'est le terme, mais j'aime bien, j'aime bien avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Si je fais une palle et si j'envoie un truc, et si j'ai aucun retour, aucun écho, je vais plus stresser, genre ils ont pas aimé ou je suis viré, un truc comme ça. Donc c'est pas que ça m'ennuie, mais ça me rendra les choses moins confortables. Donc quand il y a un retour, quand vous savez que vous travaillez là encore, que la personne fait gaffe, même s'ils vous disent recommencer, il faut recommencer, il y a un truc machin, mais au moins c'est regarder, il y a des feedbacks. Pour moi c'est vraiment important. Je sais pas si je dis une bêtise, si c'est un truc évident, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut aussi comprendre que c'est des choses, on vous propose des choses et parfois vous avez pas forcément envie de dire non. Pourtant, ça dépend aussi des gens encore lesquels vous travaillez. S'il y a des gens que vous aimez bien ou des scénaristes que vous aimez bien, vous dites ouais tiens, je préfère travailler sur quelque chose qui scénaristiquement me passionnerait peut-être moins, mais avec des gens que j'apprécie en fait. Pourtant, pas pour reprendre l'exemple de DC, c'est vrai que Batman, le personnage en tel j'ai adoré, mais si vous travaillez avec des gens pas forcément très, très cool, ça rend le truc moi peut-être moins intéressant. Donc je préfère travailler encore avec des gens sympas, avec des gens avec lesquels il y a quelque chose, plutôt que impérativement sur une histoire qui me passionnerait. Et ce qui m'intéresse, c'est pas forcément pour dire ça de cette façon-là, c'est peut-être pas forcément la meilleure des plus grosses histoires, mais m'intéresse peut-être pas tant que ça, au sens où j'aime bien récupérer quelque chose et mon boulot c'est d'essayer de raconter le mieux possible. J'aime bien le challenge du truc, on me file quelque chose, peu importe que ça rentre dans mes goûts ou pas, je lis le machin, je vois l'action comme un film, comme au cinéma, et ce qui m'intéresse c'est de retranscrire ça du mieux possible. C'est pas est-ce que tu aimes bien l'histoire ou est-ce que tu l'aimes moins. Idéalement, il y a peut-être des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais ce qui m'intéresse vraiment c'est de dessiner, récupérer le script, essayer de le rendre comme au ciné, essayer d'en donner ma version pour le bien ou pour le moins bien, mais dessiner, raconter quelque chose. Après, que j'aime, ça rentre dans un rayon anecdotique, je pourrais dessiner quelque chose qui me passionnerait peut-être moins, peut-être pas dire des choses de façon radicale, mais mon goût c'est de raconter, c'est vraiment de dessiner, raconter. Je sais pas, comme j'ai grandi avec les comics, je pensais vraiment faire des comics, on n'a pas le contrôle sur le scénario en fait. Vous êtes supposé vous adapter à ce qu'on vous file.
je sais pas si on vous file des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude, vous connaissez moi, vous n'avez pas l'habitude de dessiner, on vous demande de dessiner, je sais pas, une Cadillac des années 60, quelque chose, que je visualise peut-être pas forcément immédiatement, très loin. Prenez des références, essayez de voir comment ça marche. C'est ça qui rend la chose intéressante. S'il fallait vraiment dessiner à chaque fois des choses uniquement les choses que j'aime, comme j'aime rien. C'est ce qui me motive. S'il fallait dessiner toujours la même chose, je pense pas que ça me passionnerait autant. C'est vrai qu'idéalement, là encore, ça vient toujours avec des choses, ça revient aux bouquins ou aux éditeurs avec lesquels j'ai grandi. Moi j'adore les super-héros, j'ai grandi avec les trucs Marvel, donc c'est peut-être ce que je visualise immédiatement sans me forcer ou sans me fatiguer. C'est immédiat, mais parce que j'ai grandi avec, c'est une des conditionnements, si ça a du sens. Mais vous me proposez une histoire qui est à mon sens sympa, avec une équipe qui est sympa, ça m'intéresse immédiatement. Maintenant, le truc avec Lovecraft, je crois que si je dis pas de bêtises, ça s'est passé de la façon suivante, c'est que Boom avait un problème de délai sur un de leurs titres, sur un one-shot. Je crois que c'est arrivé de mon côté par chez moi, par le scénariste, par le biais du scénariste avec lequel j'avais un très faux contact, qui était Steven Grant, si je dis pas de bêtises, un scénariste de comics. Le mec me fait, l'éditeur me fait si ça m'intéresserait de bosser sur le truc, mais le catch, le deal, c'est que c'est un petit peu, ils ont besoin très rapidement, si je peux le faire, genre tout de suite, une page par jour et tout. Je dis ouais, on va essayer de voir ce que ça donne, mais on essaye. J'aurais filé une page tous les jours, les mecs étaient vraiment contents, les éditeurs étaient vraiment contents, les scénaristes apparemment aussi, et le contact s'est fait comme ça. Et après ils ont commencé à me filer des choses sur lesquelles cet éditeur était spécialisé, genre des trucs d'horreur, des trucs à Lovecraft, qui effectivement peut-être me parlent moins, mais là encore, les gens étaient juste très cool, c'était un plaisir. J'ai même appris plein d'anecdotes, pas forcément très, très roses, via Steven Grant au sujet de Marvel. Je ne dis rien. Et je suis resté avec eux pendant un an et je crois qu'après j'ai bossé pour Bamboo. On m'a proposé de bosser chez Bamboo en parallèle. Je sais pas si forcément je sais pas si la chronologie est pile poil ça, mais je crois que par la suite, Soleil préparait l'album sur l'univers de Lovecraft. J'ai eu en fait le même deal en fait. Ils avaient déjà le truc qui était préparé, packagé, le bouquin devait sortir un peu au même moment, qui était déjà très préparé. Ce qui m'est pas toujours, c'est comme au cinéma, c'est que tout est déjà prêt alors que vous n'avez même pas lu le script. En fait, apparemment, ils terminent déjà la date de sortie alors que si j'imagine que c'est comme ça, j'imagine qu'il y a des choses. Il y a forcément des choses relatives à l'édition ou au commerce qui est derrière que je ne conçois pas. Mais donc, est-ce que je pourrais faire genre une quinzaine de pages de 2 histoires courtes, mais de façon très rapide parce qu'ils en ont besoin très rapidement, donc j'ai dit ouais, ok, pas de problème. Et ça s'est fait comme ça, mais j'ai pas cherché à demander. C'est pas que ça me parle pas, je le visualise, je peux faire des choses, mais c'est à mon sens peut-être moins intéressant de faire un peu tout le temps, tout le temps rester dans le même registre. Maintenant je dis ça, peut-être que si j'avais toujours AVC du Batman, je sais pas si je dirais la même chose ou pas, mais aujourd'hui je sais pas. Mais ça s'est passé comme ça, il y a un moment où Philippe Philippori me propose ce projet, un petit peu à la Lovecraft aussi, j'ai dit ouais, on peut essayer. C'était avec Rodolphe, que j'aime bien, qui a un palmarès, regardez son truc, c'est ouais, avec plaisir. Enfin encore, je connais Rodolphe comme ça, je sais que c'est vraiment un scénariste vachement réputé qui a encore un palmarès, mais en commençant à travailler avec lui, je m'approche un petit peu plus de sa biographie, je vois l'ensemble de ce qu'il a fait, et je dis ouais, c'est un honneur de bosser avec ce mec-là, et ça s'est vraiment bien passé, le mec est adorable. J'aurais apprécié, j'aurais préféré le rencontrer ou voir un petit peu plus souvent, on a dû déjeuner peut-être une fois ou deux, mais c'est vraiment cool, c'est plaisant. Ce qui était stressant sur ce bouquin en particulier, c'est que c'est la première fois où on me demande de faire du Dali, c'était pas forcément mon créneau. Pour moi, quand on fait les pages, prévenez, ancrage, et on fixe un coloriste. Là, on me demande de faire du Dali en même temps, donc je dis ouais. C'est plaisant maintenant, mais quand je l'ai fait, j'ai appris en disant donc il n'y a pas forcément des choses qui sont forcément très carrées ou très maîtrisées ou très bien gérées. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre, de voir comment ça marche. Et j'avoue que j'étais très stressé, c'est peut-être pas le terme, mais très méfiant de travailler avec l'informatique. J'ai pas l'habitude de Photoshop, je dessine
crayon, j'encre, alors ce que je dis est vachement intéressant sur le coup, mais c'est vrai. C'est lié au métier, donc c'est intéressant. Je pensais d'abord, j'avais commencé à mettre au gris, en bleu, en gris, on l'a dit, avec des feutres, et c'est pas déplaisant, on apprend ici, mais apparemment avec l'informatique ça permet de faire des choses peut-être un petit peu plus librement, peut-être plus rapidement. Là, on peut faire le CTRL Z si jamais on a fait on a fait un truc, et c'est quand même vachement pratique. C'est vrai que je m'en méfiais peut-être un petit peu trop parce que personne m'a montré, parce que je me disais je vais foirer ou j'ai tout simplement pas l'habitude. Si c'est pour donner une anecdote absolument idiote, c'est que quand j'étais gosse, on va essayer de faire bref. J'étais déjà connu pour dessiner forcément, donc j'allais tout le temps dans une papeterie pour récupérer des tranches, des comics en français de l'époque. Et j'ai filé un jour un dessin au fils de la libraire, une cliente qui était là, regarde le dessin passer, dit ah, vous dessinez bien et tout, et s'est tournée vers moi, et j'étais gamin, et elle me fait qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Donc je dis dessiner et tout, elle me fait bon, vous voulez dire dessiner quoi, mais encore, je dis un peu de tout. Et je vois la nana qui regarde la libraire, et la libraire lui fait ah, vous savez, il est un peu jeune. Moi je suis là, je suis rentré chez moi en me disant est-ce que j'ai dit une connerie, est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, mais le truc c'est vrai, j'ai envie de dessiner, idéalement j'ai envie de dessiner un petit peu tout, donc que ce soit du manga, que ce soit. J'aime dessiner, je dessine depuis encore tout gosse. Je vois les choses je sais pas comment expliquer, comme j'imagine comme n'importe quel dessinateur, on donne un sujet, on donne une phrase, on dit un truc, je vois je visualise en fait, et après juste à mettre ça sur le papier. Après si on demande un style, quelque chose de vraiment référencé particulier, peut-être que encore j'y arrive pas, mais j'ai envie, j'aime dessiner, c'est vraiment quelque chose que j'aime, même s'il y a des fois où j'en ai marre, même s'il y a des fois où j'ai envie de tout bazarder, on se dit est-ce que c'est vraiment le job que je voulais faire vraiment ou pas et tout, mais j'aime ça, j'aime ça. Je trouve ça plus personnel, c'est plus intéressant d'avoir le personnage si on a juste que le bateau et que le décor qui n'est pas forcément super important. S'il faut tout miser sur la couleur, pourquoi pas, surtout que le coloriste est vachement bon, Jean-Jacques Chagnot, pas de bêtises. Mais sans un personnage de premier plan, je trouve ça moins accrocheur, mais c'est personnel, c'est juste moi, si je vois pas un personnage qui est sur une couverture, peut-être que ça ne m'aille pas gré moi, mais c'est juste, là encore, c'est peut-être moi, peut-être que ça parle, peut-être que chacun aura une vision différente. Il y avait la place aussi. Si tous les éléments étaient vraiment, s'il y avait vraiment plein de trucs, il y avait facilement la place de faire un personnage, donc j'ai suggéré le machin et ça a plu, c'était vraiment vachement cool. Mais encore, il y a un échange. Oui, Phil ou Rodolphe aurait pu me dire ouais mais c'est pas une bonne idée ou ça marche moins. Mais en face. Il y avait moyen. Mais apparemment, c'était pas plus compliqué à faire. Oui, au départ je pensais pas. Au départ je faisais le truc où j'ai fait une image. Et ça ne correspondait pas à ce que c'est devenu en fait à l'approche. Je trouve que c'est un peu plus horrifique. J'avais fait quelque chose de moins horrifique, peut-être plus passe-partout. Peut-être moi, j'aurais fait Jules Verne, peut-être Rodolphe a fait ouais mais c'est peut-être pas la façon dont lui voit la chose. Et Rodolphe à ce moment-là a filé des références sur la façon dont lui voyait le truc, qui sont plus propres effectivement à l'univers de Jules Verne. Et je me suis adapté à ça. Mais là aussi, quand on vous donne une indication, une référence. Ah oui, ok, c'est peut-être pas forcément la façon dont je le voyais, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est parti facilement. Mais parfois, on a effectivement besoin d'être un peu guidé. Parce que par définition, la vision de voir, la façon de voir d'un dessinateur et d'un scénariste, il y aura toujours un décalage. Donc si le scénariste a quelque chose de vraiment très précis, si l'idée c'est de, peut-être pas s'y refermer, mais d'aller dans ce sens-là, essayer au mieux d'aller dans ce sens-là, autant avoir une référence, et pour moi c'est pas plus compliqué, et au contraire ça me facilite la tâche. Ah oui, ok, pigé, on peut faire ça comme ça. Ça répond à... Oui, non, mais parce que là, c'est bien Wikipédia, il y avait effectivement le sphinx qui apparaissait, je fais tiens. Wikipédia, ouais, franchement, c'est comme ça qu'on fait ses recherches. Au début, oui, ça permet vers la suite. Mais il y avait le sphinx, et en regardant le film, je fais il y a une ressemblance entre l'image qu'ils ont vue à l'époque dans le roman. C'est très référencé. Je sais, de toute façon, Rodolphe a un bagage vachement littéraire, donc c'est très référencé. Et ce qui est bien, ce que je peux apprécier aussi de mon côté. Je suis un ancien étudiant. Mais bref.